Aujourd'hui, on va parler de la résistance. On a l'avocate des Amazones, l'avocate de la Basse, Madame Florence Noumeau, qu'on va accueillir dans un instant. Je vais juste lui rappeler, lui demander où est-ce qu'elle en est. Et après, ce sera parti. Alors, Maître Noumeau a juste un tout petit problème de Wi-Fi qu'elle est en train de régler. Elle demande de lui donner 2 petites minutes. Et par avance, elle s'excuse de ce petit désagrément. C'est un souci de dernière minute. Donc, en attendant on va parler de certains sujets. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir, on va parler des accusations des Amazones à Paris, avec comme accusation violation de domicile. On va parler de l'accusation des combattants de la Basse aussi, des dégradations de l'ambassade. On va parler du cas de Wilfried Siwe. En tant que de nationalité allemande et étant séquestré au Cameroun depuis pas mal de temps. On parlera aussi de la condamnation d'Ayoub Tabé. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'on devrait avoir peur de ça? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter ou pas? On va parler des droits et des devoirs des combattants en France et dans la diaspora. Chose très importante, vu qu'on va être tous à Bruxelles déjà au début du mois, là, le 7. Il est quand même important que chaque combattant, chaque activiste puisse savoir en fait quels sont ses droits, quels sont ses droits pardon, et quels sont ses devoirs. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, jusqu'où est-ce qu'on peut aller en étant dans la diaspora. C'est pas parce qu'on a le droit de manifester qu'on doit peut-être tout faire ou pas. Donc voilà, Maître Noumeau va nous en parler. À l'occasion, si on a un peu de temps, on va aussi parler de la différence entre nous, les combattants, et les gilets jaunes par exemple, qui sont aussi une forme de combattants, qui sont aussi des activistes, quoi. Donc vraiment désolé pour ce petit retard. Je vous laisse en compagnie de Talla André Marie, qui est moi je l'aime bien, il chante super bien. Voilà, Madame Maître Noumeau est là. Il faut juste qu'elle fasse la demande. Maître, tu me fais la demande en fait? Ah, super. Salut! Je remercie ma tante qui nous a Ah une là petite là, astuce pour... on aura mérité ce donc, live, hein? exactement.
on a traîné un peu, mais voilà, c'est tout bon. Ça finit toujours par se faire. Et, Facebook, voilà, c'est pas un support qui convient à tout le monde. Tout le monde n'est pas réseaux sociaux. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai invité sur ce plateau, parce que tu ne fais pas partie des personnes qui sont tout le temps devant les caméras à faire des Pas lives. du tout, pas du Donc, tout. je te remercie énormément pour d'avoir accepté mon invitation. On va tout de suite commencer, vu qu'on a déjà perdu pas mal de temps. Je vais faire une petite présentation. Maître Numo, tu es arrivé en France le 28 octobre 91 suite à l'obtention d'une bourse d'études. Initialement, tu venais juste pour 4 ans, à la suite desquels tu prévoyais rentrer au Cameroun. Dès ta première année, après les réformes, l'État camerounais n'est plus capable de payer des bourses. Tu dois donc te débrouiller par toi-même. La difficulté survient et ton souhait de rentrer à la maison devient peu évident. Doué d'une certaine intelligence, tu as pu mener travail et études. À la fin de tes études, tu voulais rentrer à la maison, mais chose impossible, car M. Biya et ses militaires te disent qu'ils n'ont pas besoin de toi, car la situation est déjà compliquée au Cameroun à cause de la dévaluation. Ils te demandent donc de rester en France. Toi qui venais en Europe à la base juste pour les besoins de ton pays, tu te sens donc obligé d'y rester. C'est de cette manière que commence la latence chez certains Camerounais à l'étranger, se sentant comme des enfants sacrifiés. Lorsque le Parlement se déclenche au début des années 90, tu es étudiante à l'université, résistante en retrait, car tu ne voulais pas être sous la lumière des projecteurs. Tu te fais gazer au point de prendre refuge pendant 3 jours au Cradat, qui était à l'époque une école protégée car elle renfermait des étudiants étrangers. Maître Florence Nomo, tu es docteur en droit, juriste, avocate à la Cour d'appel de Paris, au tribunal de grande instance, au barreau de Bobigny, cadre du bureau français du MRC, avocate des combattants. Combattant dans l'âme, Maître Nomo, est-ce que tu as ce côté combattant dans l'âme? Quelle question. Oui, je pense que je ne suis pas juriste par hasard. Je suis avocat. C'est une vocation chez moi. Ça veut dire que l'injustice me révulse et je passe ma vie à pourfendre les injustices. Mhm. Donc, oui, même quand j'étais étudiante, même loin de mon pays, je ne me suis pas battue simplement pour le Cameroun, hein. Je me suis battue ici en France pour l'égalité des droits des femmes. J'ai été militante et même membre du conseil d'administration du mouvement français pour le planning familial, par exemple, pendant des années, où effectivement on travaillait effectivement sur l'égalité des droits des femmes. Ça veut dire que sur la liberté des femmes, ça veut dire que la fin de l'infantilisation, il fallait voilà, tout apprendre aux femmes. C'est vrai que quand on en parle, c'est pas facile. J'ai été membre comment ça s'appelait ça, euh, des organisations, des mouvements qui défendaient, n'est-ce pas, l'égalité des Noirs avec les Occidentaux ici. Ça veut dire que, par exemple, j'ai été artisane dans l'ombre, mais j'étais quand même déléguée départementale de comment ça s'appelait le truc de cette organisation-là qui en 2004 faisait beaucoup de bruit ici, pour, comme le CRAN, hein, parce que j'ai même participé effectivement à la rédaction, la phase rédactionnelle des statuts du CRAN qui était le conseil, n'est-ce pas, de la diaspora, le conseil africain de la diaspora ou quelque chose comme ça. Militer, hein, chaque fois qu'il y a eu injustice, j'ai toujours travaillé. J'ai travaillé avec Doga Duguy. J'étais donc délégué régional. À l'époque, je vivais encore dans le sud-ouest du mouvement de Doga Duguy qui se battait aussi pour l'égalité, effectivement, des Mhm. Noirs par rapport aux injustices tu sais, le combat contre le plafond de verre. J'ai été à l'époque, j'étais encore en doctorat et je me battais farouchement hein, pour effectivement l'avènement de cette égalité. Et c'est grâce à ces mouvements-là qu'on a vu des premiers cadres noirs qui étaient recrutés chez AXA, chez Peugeot, etc., etc., chez L'Oréal.
On a travaillé pour ça, pour le CV anonyme, etc., etc. Donc, je ne commence pas mon parcours militant, ni mon parcours de combat hein, pour l'égalité et la justice. Je l'ai Ouais, toujours fait. ouais. En fait, tu es avocate des combattants, hein, on va en parler, et tu es aussi membre du MRC, une membre assez influente. Ça veut donc dire quoi? Il n'y a pas d'ambiguïté en fait entre les Amazones et les membres de la base et les membres du MRC, vu qu'il y a quand même pas mal de choses qui se disent hein, par rapport à l'appartenance du MRC à la base, de la base au MRC. Ça veut dire que le MRC, comme la BAS ou les Amazones ou tous ces mouvements révolutionnaires, sont des mouvements indépendants. Sauf que personnellement, je suis un avocat engagé. Je ne suis pas n'importe quel avocat. Je suis un avocat qui est euh, combattant pour les droits humains, pour l'égalité des droits, pour la justice et pour l'égalité. Ce qui Mhm. signifie que partout où j'estime qu'il y a une injustice ou partout où j'estime que le combat est correct ou que le combat est justifié, j'apporte ma voix, je porte la voix des sans-voix et je me bats parce que par la grâce de Dieu ou par le hasard des choses, si on veut, j'ai donc quelques pour pouvoir effectivement affirmer et réaffirmer les droits des uns et des autres. Donc, mon combat pour, par exemple, les activistes, que si on peut les appeler comme ça, dans ceux qui effectivement se battent autrement que ce que la voie choisie par le président élu pour la résistance, pour sa résistance. Pour moi, tout ça, c'est un combat pour la justice. Ça veut dire que chacun a ses armes. Hein. Je suis militante MRC. Dans le cadre du MRC, je suis le parcours du MRC. Mais s'il y a une injustice qui se fait, ça veut dire qu'en tant que professionnel du droit, je n'hésiterai jamais à porter mon secours à ceux effectivement qui se sont affaiblis à un certain moment ou combattus injustement à un certain moment, alors que les causes qui se revendiquent sont justes. Et justement, j'interviens parce que malgré parfois même les conseils, parce qu'il y a même des personnes qui m'appellent parfois pour dire, maître, on fait ceci, mais est-ce que c'est moi? Mais même quand vous leur dites, vous savez, vous ne devez pas utiliser ces moyens parce que ça va vous créer le quota de colère, la somme de la colère emmagasinée depuis des décennies est telle que sur certains coups, il n'écoute plus le droit. Et même Ouais. dans ces cas-là, effectivement, parce que je connais de quoi il s'agit, parce que moi-même, quelque part, je suis une victime hein, de la malgouvernance du Cameroun, parce que j'aurais aimé être chez moi au bout de 3 ou 4 ans où j'ai fini ma thèse ici, où j'étais prête à rentrer. Donc, j'aurais voulu être chez moi. Malheureusement, les choses ne se sont pas faites ainsi. Voilà. Entre autres, en fait, tu nous fais quand même comprendre que, quel qu'en soit le mouvement auquel on appartient, on doit quand même rester focus sur l'essentiel parce que on a quand même un but commun, on est quand même des résistants. Et puis, si quelqu'un est en danger, on ne doit pas se dire, bon voilà, lui, j'en ai rien à faire parce qu'il n'appartient pas à mon mouvement, quoi. En gros, c'est ça que tu essaies de nous dire. Mais certainement, certainement. Le nom du mouvement dont je parlais tout à l'heure, c'est Africa Gora, hein, qui avait pour président Dougui, hein, dans lequel j'ai milité. Je fais une parenthèse avant de revenir parce que c'est vrai que ça fait des années que d'autres combats ont remplacé ce combat-là. Donc, ça s'appelait le mouvement Africa Gora hein, de M. Dougui, dont j'étais délégué régional ouest, puisque je vivais à Bordeaux à cette époque-là. Oui, bien sûr, je pense que ceux qui se battent pour la justice véritable, pour l'égalité et même l'équité, si on veut parler plus, sont des personnes qui ne peuvent pas rester indifférentes et se dire, moi, je suis de telle chapelle. Oui, bien sûr que j'adhère complètement au programme politique, social, politique et tout ce que le programme de résistance même, hein, c'est que personnellement, je n'irai jamais poser un acte qui est contre le chemin que nous a indiqué le professeur Maurice Kamto. Mais en même temps, même d'autres combattants, d'autres résistants, d'autres révolutionnaires, on appelle ça comme on veut, chacun
se donne le nom qu'il veut, quand même sont des personnes qui, quelque part, se battent quelque part pour le même but, en fait. C'est la libération du Cameroun, c'est l'affranchissement des Camerounais. Donc, finalement, même si leur méthode n'est pas celle prônée par ma chapelle, s'ils sont en difficulté, oui, en tant que professionnel déjà, oui, j'irai à leur secours. Et en tant que militante de la liberté ou combattante de la liberté, bien sûr, j'irai à leur secours. Ça me fait penser à Maître Sim qui disait une fois que quand on parle du Cameroun, il est là. Quand on l'appelle, quels qu'en soient les cas, dès qu'on parle du changement du pays, il est présent parce qu'il veut le changement et il sait que le changement, on va le faire ensemble. C'est aussi Maître simple que Florent, ça. voilà. Maître Florence Momo, j'aimerais qu'on parle du cas de Wilfried Sioué qui n'appartient à aucun mouvement, qui est un Camerounais lambda qui va passer ses vacances au Cameroun avec sa famille et qui se trouve arrêté. Aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs mois qu'il est condamné. Plus de 6 mois. Juridiquement, est-ce que autant de nationalités allemandes, est-ce que juridiquement, le Cameroun a le droit de faire? En plus, on l'a condamné parce qu'il avait le bouquin de son Excellence Mori Kamto dans son sac. Donc, on aimerait savoir jusqu'où est-ce que l'État camerounais peut aller, comment est-ce que le droit européen ou allemand ou camerounais peut l'aider? Euh, je pense que de façon, j'allais dire de façon générale, bien sûr que le Cameroun a le droit, en tant qu'État, d'interpeller et éventuellement de traduire en justice et de condamner tous ceux qui entravent, enfin, qui contreviennent à ces lois. Vous êtes de n'importe quelle nationalité, vous arrivez au Cameroun, si vous enfreignez la loi camerounaise, vous avez importé de la drogue, vous avez abusé d'un enfant, vous avez battu votre épouse, vous avez, enfin, quel que soit le délit ou le crime que vous commettez sur le sol camerounais, bien entendu, le Cameroun est effectivement en droit de vous interpeller et, n'est-ce pas, de vous juger et éventuellement de vous condamner par rapport à vos infractions, à ces infractions-là. Le cas de Wilfried Sioué est quand même assez scandaleux parce qu'on ne comprend pas comment quelqu'un qui entre dans un pays est interpellé et finalement interpellé, traduit en justice et condamné pour avoir détenu dans ses affaires un livre, L'urgence de la pensée. Et même qu'il n'est même pas encore, il n'a même pas été jugé, hein. Il a été juste pris. Voilà, il est juste en détention provisoire pour avoir. Donc, en fait, on suppose que s'il a en sa possession, qui en est l'auteur, un livre qui date de 1993 quand même, hein, il faut le dire, parce que certains découvrent ça aujourd'hui. Ça suppose qu'il est donc au moins un sympathisant du professeur Maurice Kamto, ce qui lui vaudrait une condamnation, ce qui est absolument scandaleux. Je ne sais pas où il est écrit, je ne sais pas si l'urgence de la pensée fait l'objet d'une interdiction au Cameroun. Et même si cela faisait partie d'une interdiction, combien de mois de détention pour un livre? Il aurait été plus simple de confisquer ce livre si on avait supposé que c'était un livre, effectivement, qui pouvait semer des pensées séditieuses, n'est-ce pas, au sein du Cameroun. On aurait pu même simplement le renvoyer chez lui en Allemagne et que je ne comprends pas. Vous savez, lorsqu'un juriste sain pense à comment la loi se pratique au Cameroun, il peut devenir cinglé. Ce n'est pas le droit là-bas. Est-ce qu'on Ça peut nous rend dingue. Ça veut dire que je ne peux même pas, sincèrement, je ne peux même pas parler du droit lorsque je parle du Cameroun. Il n'y a pas de justice au Cameroun. Personne ne respecte la loi, y compris devant les plus hautes sphères de la justice camerounaise. Personne ne respecte ça. Donc, et d'ailleurs, le fait d'avoir été contrainte de rester vivre en Occident m'a apporté quelque chose, c'est que je peux faire mon travail, je peux exercer
ma profession avec passion et tout en sachant effectivement que si je perds un procès, ce n'est pas parce que je suis MRCiste ou je suis noire ou je suis une femme. Ou... Non, le droit est le droit, la loi est la loi. Je sais que chaque fois que j'arrive effectivement à apporter les éléments qui fondent ma demande, et si ces éléments sont probants face à ceux de l'autre partie, ben je gagne. Aussi simple que ça. Est-ce qu'on peut porter plainte à l'État camerounais avec ça, Maître Nomo? Bien sûr qu'on peut porter plainte et on va même porter plainte contre l'État camerounais. Je veux dire, le problème, c'est que si nous ne sortons pas de cette histoire, de la phase catastrophique qu'est le règne de M. Biya, je parle de règne, hein, je ne parle pas de la gouvernance, parce que c'est un roi plénipotentiaire qui est au Cameroun, qui fait ce qu'il veut des Camerounais, qui ne respecte aucune règle, qui ne respecte aucune loi, qui fait toujours et encore et toujours effectivement ce qu'il veut. Et je dis, lorsqu'on sortira de là, si on n'est pas dans un processus de pardon mutuel, les procès contre l'État camerounais ruineront encore plus le Cameroun qu'il ne l'est, tellement les exactions sont nombreuses, j'allais dire innombrables. Hmm. Et aujourd'hui, est-ce que du côté de la diaspora, parce qu'il est quand même de nationalité allemande, hein, il est d'origine camerounaise, mais de nationalité allemande, est-ce que nous, de ce côté, ou bien les personnes de la diaspora de l'Allemagne peuvent faire quelque chose pour lui? Parce que même si on peut porter plainte, quel qu'en soit tout ce qu'on peut faire, il y a bien un risque qu'il meure de ce côté-là quand même. Non, non, bien sûr que il faudrait, et je pense que il y a quelques jours où j'ai appris effectivement qu'il y avait des diasporiens, des frères de la diaspora allemande, des concitoyens, et qui effectivement avaient porté devant la Bundestag, la Bundestag, le cas de Wilfried Sewe. Et je pense qu'il y a Wilfried Ekanga qui aujourd'hui, effectivement, s'est saisi de cette affaire et bouge beaucoup. Et c'est quand même quelqu'un d'assez percutant et assez convaincant hein, lorsqu'il s'engage dans une cause. Je pense effectivement que je pense que l'Allemagne n'était même pas au courant de cette histoire. Ça veut dire que l'Allemagne, la voix n'avait pas assez porté parce qu'on dirait que tout ce qui se passe au Cameroun se fait comme dans un huis clos, en fait, hein, où le monde n'est pas du tout au courant. Parce que même ici en France, quand vous parlez de ce qui se passe au Cameroun, tout le monde tombe des nues et pour cause. La presse internationale ne s'en est pas vraiment encore saisie. Et c'est pour ça qu'il y a des manifestations incessantes ici pour qu'enfin, effectivement, le monde se rende compte que les Camerounais sont en train de mourir à petit feu et devant l'indifférence, n'est-ce pas, générale du monde. Donc, non, je pense que, bien entendu, vous savez, tout le monde, nous avons tous à l'intervention du président Trump qui a permis effectivement la libération en accéléré du professeur Patrice Nganou, qui était aussi dans les geôles, n'est-ce pas, du satrape. Et finalement, très rapidement, il a été libéré parce que son pays, le pays dont il détient la nationalité, est intervenu effectivement pour s'indigner de ce qui se passait pour lui. Parce que voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, plus on va enfin, informer l'Allemagne, les autorités allemandes de ce qui se passe pour le cas de monsieur Wilfried Sewe, je pense qu'effectivement qu'au moins au plan diplomatique, des choses pourront être faites, n'est-ce pas, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, retourner dans son pays. Mhm. Merci beaucoup, Maître Noumo. On ne sait pas s'il va un jour écouter ce direct, ce qui est dit, mais si jamais ça arrive, qu'il sache qu'on pense à lui et qu'on fera ce qu'il faut à notre niveau pour pouvoir lui venir en aide. Maître Noumo, si on parlait des Amazones, il n'y a pas longtemps, récemment en France, lors des manifestations, les Amazones ont été manifestées au Cameroun, elles étaient dans leurs droits, elles ont été arrêtées, elles ont été mis en cellule et c'est vous qui êtes allé les sortir de là. La cause, encore, la raison, c'était quoi? Violation de domicile. Est-ce que l'ambassade du Cameroun est un domicile privé?
L'ambassade du Cameroun en droit est au moins le domicile de l'ambassadeur du Cameroun, de fait. Ça veut dire que parce que c'est un domicile, on ne doit plus, ce n'est plus le chez nous alors? Parce que c'est un peu le chez nous, hein. Ou Mais bien? c'est le chez nous. Ça veut dire qu'effectivement, il faut bien trouver une qualification, n'est-ce pas, lorsqu'on veut combattre juridiquement son adversaire. L'ambassade du Cameroun est d'abord est aussi, j'ai dit d'abord, est aussi le domicile de l'ambassadeur. Et s'il le revendique, ou s'il la revendique, un ambassade, voilà. S'il revendique dans ce domicile, s'il dit y être ou y vivre, c'est son domicile. Ça veut dire que si vous entrez sans invitation, notamment sans avoir être passé par le contrôle dans le petit tourniquet là, où on vérifie effectivement que vous ne portez sur vous rien de dangereux et qu'on vous accepte, on peut considérer que vous avez violé le domicile. D'abord, personne n'a dit que c'était la violation d'un domicile privé. Hein. Ouais, violation On de n'a pas, domicile, on l'a effectivement. pas, c'est juste domicile, on n'a pas dit privé, c'est peut-être public. C'est peut-être Voilà, même voilà. violation d'un lieu public, puisque Mhm. l'accès à ce lieu est contrôlé, est contrôlé. En tout cas, l'accès, oui, effectivement, il est contrôlé, puisqu'on passe effectivement par un tourniquet où on doit prouver qu'on est porteur de rien, plan vigie pirate et tout ça, etc., etc. Mais bon, ça, c'est un fait. Mais ce que je dois dire ici, c'est que lorsqu'on se bat pour une cause juste ou quand on se bat contre les injustices, personne ne va à la guerre avec des bisous. Hein. Mhm, mhm, mhm. Personne ne va à la guerre avec des bisous. Ça me dit qu'à un certain moment, ben oui, on force des portes, on force des entrées, on occupe des lieux, on hurle sa colère, on trouble même parfois l'ordre public pour se faire entendre. Personne n'ira à la guerre avec la fleur au fusil. Ça, c'est que dans les films. Parce que De si toute vous façon, demandez la permission, quand on ne fait rien, on a des problèmes. Quand on fait, on a des problèmes de toute manière. mais effectivement, autant faire pour se libérer. Donc, ce que je veux dire, c'est que effectivement, oui, on peut même troubler l'ordre public. Vous savez, ça fait des semaines, des mois, presque aussi longtemps que la diaspora camerounaise, au moins de France, que je maîtrise mieux que les autres, a décidé effectivement de manifester son mécontentement contre M. Bia et elle marche dans les rues de Paris parce qu'elle ne peut pas marcher au Cameroun. Elle demande, bien entendu, des autorisations que la France lui accorde systématiquement, puisqu'en réalité, dans ces marches-là, elle n'a jamais nu à personne. Il n'y a jamais eu de trouble ou de casse, si ce n'est lorsque les marcheurs ont pris d'assaut l'ambassade en riposte, n'est-ce pas, au tir à balles réelles contre des manifestants qui marchaient en main nue. Il ne faut jamais perdre le côté autodéfense qui a présidé à ça. Revenons-en aux Amazones. Les Amazones, comme tous les résistants ou les révoltés ou je ne sais pas, les combattants, les freedom fighters de France, demandent régulièrement audience à l'ambassadeur pour discuter avec lui de ce qui se passe dans notre pays. Et lui demande régulièrement qu'est-ce qu'on fait. On aimerait bien pouvoir, n'est-ce pas, voilà, que la guerre cesse au Nosso. On aimerait bien avoir un recomptage des votes parce qu'il y a manifestement eu un trucage dans les élections. On aimerait bien, n'est-ce pas, effectivement, avoir de l'eau potable chez nous, que les enfants puissent aller à l'école dans de meilleures conditions, etc. Mais l'ambassadeur ne les a jamais reçus. Et comme les Amazones et les autres combattants ont fait plusieurs demandes écrites, hein, ils ont des traces. Ils ont décidé dans ce jour-là parce qu'il faut savoir aussi qu'elles sont connues, ou ils sont connus, parce que c'est hommes et femmes, tout le monde confondu, même si effectivement les structures sont parfois différentes par dénomination. Elles ont décidé de se faire entendre.
Donc, sont allés à l'ambassade manifester et demander. D'ailleurs, parce que ce jour-là, si j'ai bonne mémoire, elles sont arrivées à l'ambassade. Elles ont profité de la sortie d'un membre de l'ambassade pour entrer, donc sans Mhm. passer par le tourniquet, ce qui justifie, selon certains, donc la violation de domicile. Mais ils ont dû chercher beaucoup pour voir cette violation de domicile. Mais enfin, il leur faut bien quelque chose. Parce que, Si tu as eu gain et de cause, quand finalement, même, si tu as eu gain de cause, c'est quand même à quelque part parce que cette histoire de violation de domicile n'en était pas une. Ou bien, enfin, il faut jamais perdre l'aspect, bon, il faut jamais perdre l'aspect politique des combats que nous menons. mhm, Il ne faut jamais perdre l'aspect politique des combats que nous menons. Ça veut dire que même si il s'agissait d'une violation effective de domicile, la loi et la justice dans les pays civilisés n'est pas aveugle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même lorsque vous avez posé un acte, on se demande pourquoi vous avez posé cet acte. On essaie de comprendre. Vos motivations sont essentielles dans cet acte. Il ne suffit pas de dire vous avez commis une infraction, clac, on vous applique la peine qu'on aurait dû vous appliquer. Vous commettez une infraction, mais lorsque vous justifiez du pourquoi, ben, ça devient comme une sorte de légitime défense, même en mhm, retardement, parce qu'il y a une mhm, protection contre les prochaines fois. Des personnes qui tirent à balles réelles sur des manifestants à main nue, qui n'ont même pas troublé l'ordre public parce qu'ils étaient 2 ou 3 encore. Le rassemblement n'avait même pas encore eu lieu, juste pour intimider et annoncer aux autres qu'ils n'ont pas intérêt à s'allier à eux. Ben, dans les pays où la liberté d'expression, que ce soit par les mots ou même par les manifestations, est un acquis, eh ben, on ne vous écoute pas toujours. Ça veut dire qu'on comprend, ben, on voit effectivement qu'il y a eu un problème et on comprend aussi votre colère par rapport à ce qui s'est passé. Parce que, voilà, on est injuste envers vous, vous n'avez pas d'armes, vous n'avez pas le billet avec vous. Donc, vous manifestez votre colère comme vous pouvez. Ça aussi, ça se comprend. Et c'est ça que ceux qui pensent qu'on va attraper des combattants ici, on va les expulser, personne n'expulsera jamais personne vers l'enfer. Jamais. Personne n'expulsera aucun combattant de France, avec ou sans ça, papier, vers le Cameroun, c'est vu le bon de le sort qu'on préciser. sait qui pourrait leur être réservé. Ouais. Ça, c'est bon de le préciser parce qu'on l'avait dans les thèmes d'aujourd'hui, quand on parlait de nos droits et de nos devoirs. Parce qu'il est bon que les combattants sachent qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Beaucoup de personnes n'osent pas parce qu'ils pensent que dès qu'ils vont faire quelque chose, on va les renvoyer au Cameroun. Il est bon justement, Maître, que tu nous éclaires vraiment là-dessus. Qu'est-ce que le combattant peut faire et ne peut pas faire? Quels sont ses droits et ses devoirs? Le combattant a le droit de manifester, c'est inscrit dans pratiquement toutes les constitutions du monde, y compris la constitution du Cameroun. Ça veut dire que la liberté d'expression et le droit de manifester est aussi une expression qui est libre. Simplement, la manifestation doit être encadrée par l'absence de troubles à l'ordre public. C'est pour ça qu'on déclare dans certains pays ou on demande une autorisation de manifester dans d'autres pays. En réalité, étant que dis-je, un droit constitutionnel, le refus d'autorisation de manifester devrait être une exception. La seule chose qu'on attend des pouvoirs publics, en réalité, c'est d'encadrer la manifestation de sorte qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public, ça veut dire qu'il n'y ait pas de casse. Et d'ailleurs, les personnes qui organisent ou les structures qui organisent les manifestations s'engagent déjà à assurer leur propre police. Ça veut dire que leur propre sécurité
d'abord pour éviter que leur manifestation ne soit infiltrée par des éléments extérieurs et aussi, n'est-ce pas, d'éviter que la colère de ceux qui sont là, n'est-ce pas, ne puisse se traduire en débordement. Et voilà. La police est là effectivement pour les encadrer. Si jamais la demande de manifestation, qui ici en France particulièrement se traduit par un tracé même de, voilà, quand vous demandez la possibilité de manifester, vous dites même quel est votre parcours. Quel est votre parcours? Et lorsque vous dites votre parcours, les services de protection de l'ordre, les services de l'ordre, sont là effectivement pour vous dire non, non, si vous allez à la Tour Eiffel aujourd'hui, c'est pas bon parce qu'il y a énormément de vacanciers qui y sont, mais nous vous proposons l'autre tracé qui est plus efficace et qui effectivement générera le moins de monde. Donc, vous pouvez passer par ce parcours-là. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que personne ne vient vous dire cela. Même, je pense, même dans la constitution ou la loi camerounaise que je ne maîtrise pas très bien parce que c'est vrai qu'il y a plus de 30 ans que je ne pratique pas au quotidien le droit camerounais. Même là, en réalité, le régime de déclaration qui avait été adopté avait pour corollaire que si jamais une autorité administrative vous refusait la manifestation, elle devait, dans un lieu, devait vous proposer un autre lieu ou une autre date. Ça veut dire qu'il ne suffisait pas de dire simplement, tu n'as pas le droit. Tu te tais, tu rentres des machins, on ne veut pas vous voir, on ne veut pas vous entendre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas citoyen. Ce n'est pas juste. D'accord? Donc, en fait, manifester est un droit. Finissez. Moi, je pense que la suite, j'ai développé. Et vous vouliez savoir quoi d'autre? Je veux savoir, en fait, ce qui serait bien aussi, c'est que tu nous fasses, par rapport aux combattants, on a des combattants qui n'ont pas de papier, on a des combattants qui sont dans une situation euh, qui, euh, qui fait que ils ont un peu peur, en fait. Et là, à l'occurrence, par rapport à Bruxelles, on a besoin de monde. Il faut enlever cette peur, en fait. Il faut qu'ils comprennent que c'est leur droit et il faut qu'ils Ça, comprennent que juridiquement, on ne peut rien la faire. On ne peut pas renvoyer quelqu'un au Cameroun parce qu'il réclame ses droits, en fait. J'aimerais vraiment que tu puisses... ce que je peux dire, c'est que même dans les manifestations, les manifestants, même parmi, pardon, les manifestants que j'ai eu à défendre ici, mais il y avait des personnes qui n'étaient pas tout à fait régulières, en Mhm. situation régulière par rapport à l'administration. Mais je dis que le volet politique de cette affaire parfois est supérieur au volet du droit commun. Ça veut dire que c'est pas simplement parce qu'on a, je sais pas moi, on a hurlé devant l'ambassade ou qu'on a fait ceci, qu'on finit en prison et dans un cas pour aller au Cameroun. La situation des opposants ou des activistes camerounais est connue dans le monde entier, même si effectivement on n'en parle pas beaucoup pour d'autres raisons. Aucun juge sérieux ne va attraper un Camerounais aujourd'hui parce qu'il a manifesté en France ou ailleurs et va le remettre dans un pays où les opposants sont en prison, où il y a des interpellations au faciès, d'accord? Où il Mhm. y a des personnes effectivement qui, parce que leur nom a une certaine consonance ou parce qu'effectivement ils ont un livre qui porte un titre qui ne peut pas d'un auteur qu'on combat, vont se retrouver en prison. Aucun pays civilisé ne fait ça. Ça veut dire qu'on sait aujourd'hui qu'au Cameroun, il y a une traque aux faciès des personnes originaires de certaines régions. Alors, si en plus, ce sont des opposants qui prouvent effectivement qu'ils sont, oui, des activistes ici, parce que ça se prouve ici, personne ne les renverra nulle part. En tout cas, on les enverra pour le Cameroun. Parce Mhm. que le fait d'être en situation irrégulière ne mérite pas qu'on soit torturé en mort dans un Joël Mourois de l'Afrique. Mhm. C'est ça.
personne ne mérite d'être emprisonné, torturé et tué dans une prison infecte du Cameroun. Bien sûr que les gens revendiquent le droit, bien sûr que ça gêne les gens, mais même les prisonniers ont droit à la dignité humaine. Le traitement inhumain infligé aux Camerounais qui sont en prison, qui ont le malheur d'être des opposants, est connu dans le monde entier. Donc, en réalité, ils ne comprennent pas que le simple fait d'être un opposant actif en Occident fait que même si vous n'avez pas les papiers, personne ne vous renverra à Yaoundé. Je ne parle même pas du fait qu'on vienne enlever la nuit des personnes en détention pour aller les torturer pour bien leur montrer qu'ils n'auraient jamais dû faire ça. Ce qui est un scandale unique dans le monde. Personne ne fait ça. Dès lors que vous êtes en prison, les États normaux supposent qu'ils vous ont neutralisé. Ils ne vont pas aller vous chercher nuitamment dans votre prison pour aller vous casser le bras, pour aller vous enfoncer des trucs quelque part, pour aller vous casser la tête, pour aller vous laminer le visage, pour aller vous noyer avec des bouteilles d'eau. Ça ne se fait qu'en barbarie. Ce que j'ai toujours essayé de faire comprendre à certaines personnes, c'est que la liberté est le bien le plus précieux d'un être humain. Dès lors que vous avez privé un être humain de sa liberté, de se mouvoir, de faire, de décider, dès lors que vous l'avez soumis à votre volonté, à vous, vous n'avez plus besoin d'humiliation supplémentaire. Lorsque vous mettez un être humain normal dans un cadre où lui dit tu te lèves à 7 heures, tu manges à 8 heures, tu te couches à 11 heures, tu n'as pas droit à la lumière, tu n'as pas droit à la toilette, tu ne vas pas te doucher, tu manges une fois par jour. Non, on ne te donne pas à manger pendant 3 jours. Ça, c'est le privé de sa liberté qui est la seule chose qui fait qu'un être humain l'est. Alors, pourquoi toute cette cruauté supplémentaire? Pourquoi cette animalité supplémentaire? Le simple fait de ne pas pouvoir disposer de son espace-temps, choisir ce qu'on mange, où on va dormir, c'est la suprême sanction. Pourquoi, en plus, les humilier à longueur de journée? Voilà. Ça, c'est une preuve d'inhumanité, de sauvagerie, de barbarie. Et le monde moderne n'accepte pas ça. Et si le Cameroun veut qu'on expulse les Camerounais qui tiennent tête à ce régime satrapique vers lui, ben, il devra déjà commencer à humaniser le traitement des gens qui sont sous son contrôle. Parce que sinon, personne n'enverra personne nulle part. Il faudrait d'ailleurs que je dise aux Camerounais en passant que ceux qui sont vraiment engagés et ceux qui se sont fait reconnaître et interpeller dans des actions de défense de leur pays, ceux qui luttent depuis longtemps, il faut qu'ils sachent que même interpeller là, ça peut être un processus de régularisation. Parce que lorsque vous êtes interpellé, la police vous entend sur les faits, elle constate que vous êtes en situation irrégulière. Elle dit au préfet de police qu'elle a quelqu'un qui est en situation irrégulière. Le préfet de police peut prendre une organisation, une ordonnance pour quitter le territoire. Je parle du cas de la France française. On appelle ça ici OQTF. Ordonnance, n'est-ce pas, de quitter le territoire français. Ça vous laisse un délai de 30 jours lorsque vous êtes déjà là. Et justement parce que vous êtes déjà là, vous pouvez donc utiliser cet argument qui est le risque de vous retrouver dans un domaine, article 3 de la Convention internationale, non, la Convention européenne des droits de l'homme, article 3, qui combat donc les traitements inhumains. Donc, fondé sur cet article, si vous êtes capable de démontrer que vous risquez donc de subir des traitements inhumains,
en cas de retour chez vous, comme la torture, comme les emprisonnements injustifiés, comme ceci et cela. Et effectivement, les traitements inhumains et dégradants, l'article 3 vous protège contre ces traitements-là, y compris dans votre propre pays. Donc, du coup, sur la base de cet article, vous pouvez former un recours devant le tribunal administratif, apporter tous les éléments qui font que désormais, la France se sent concernée par votre protection. Ou un autre pays, hein, parce qu'on parle de l'Union européenne, puisque c'est la Convention européenne des droits de l'homme dont il s'agit, l'article 3. D'accord? Merci beaucoup. Donc, celui qui veut se bat, parce que si vous ne vous battez pas parce que vous avez peur d'être interpellé, ben, au sorti d'un métro, vous serez interpellé. Vous comprenez? Donc, quand vous vivez là, vous êtes, vous êtes toujours effectivement sur un fil. Hein? Merci beaucoup de nous avoir vraiment éclairés. Là, on est en train de préparer Bruxelles. Je veux profiter de ça pour motiver les gens qui hésitaient encore pour qu'on se rassemble au maximum à Bruxelles. Qu'on soit sans papier, qu'on ait des papiers, on ne doit pas avoir peur. En langage facile, Maître Noumo vient de nous dire que selon l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, on ne peut pas nous renvoyer dans un lieu où on va nous massacrer, on va nous maltraiter. Donc, il faut qu'on soit conscient de ça en tant que combattant. Il faut qu'on sache que, en tant qu'humain, on a des droits. Et on a droit à la vie. Et puis, on a droit de réclamer nos droits. On est ici parce qu'on a un régime qui nous empêche de faire de notre pays un lieu qui nous permet de vivre tous ensemble. Et pour ça, il faut qu'on aille manifester, il faut qu'on le réclame, il faut qu'on aille le dire. Et même, vous avez dit quelque chose de magnifique, ça je ne le savais même pas. Ces personnes qui se disent sans papier et qui ont peur, s'ils ont des preuves, s'ils se font arrêter, de toute façon, ils ont des preuves. Vu qu'on sait tout ce qui se passe au Cameroun, ça peut être justement une possibilité pour eux d'être régularisés. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. On est d'accord, maître. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir éclairés là-dessus. J'aimerais dire à tous ceux qui n'arrêtent pas d'appeler qu'on va ouvrir la ligne dans un moment. Il faut déjà qu'on permette à maître de s'exprimer et qu'on puisse couvrir tous les thèmes. Ensuite, on ouvre la ligne et chacun pose ses questions. Donc, je reviens vers vous. Enfin, je vous le dis quand on va ouvrir la ligne. Maître Florence Noumeau, les combattants de la base ont été arrêtés pour dégradation de l'ambassade. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Est-ce que c'était une arrestation juste ou pas? Disons que j'allais dire oui. Oui, c'était une arrestation juste. Parce que aucun des combattants n'a nié sa présence dans les lieux. Et il faut savoir que sur les centaines, plus de 200 personnes qui ont envahi spontanément l'ambassade, il n'y a que 4 qui ont été interpellés, 4 personnes ont été interpellées, essentiellement des personnes donc, qui sont responsables de factions de combat. Ça veut dire que des chefs d'association, il y a eu le responsable de la Basse France qui a été interpellé, il y a eu le général Wanto qui est le responsable du CCD, du Conseil camerounais de la diaspora, et une ou deux autres personnes qui ont été interpellées. D'ailleurs, parmi les 4, il y a un des 3 qui a été vraiment libéré dès la fin des auditions parce qu'elle n'était pas concernée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes étaient interpellées, oui, parce qu'elles étaient sur les lieux. Il faut savoir qu'il y a eu un nombre des heures et des heures de vidéos qui ont été visionnées par rapport à cette histoire-là. Après, maintenant, il faudra établir la responsabilité de chacun et savoir une fois de plus ce que je dis. Parce que l'ambassade du Cameroun a porté plainte pour dégradation et entend bien, n'est-ce pas, être dédommagée par rapport effectivement à ce qu'elle estime avoir subi, à son préjudice, par rapport à son préjudice. Le problème, c'est que les personnes interpellées n'ont en réalité pas dégradé grand-chose. Parce que dans cette intervention très spontanée des combattants,
il y a eu des personnes qui n'avaient rien à voir avec la structure associative hein, qui avait organisé la marche et tout ça. Parce que lorsque il s'est avéré que les combattants ont appris en pleine marche qu'on avait tiré à balles réelles sur des marcheurs à main nue au Cameroun, ça a été comme une folie. Il faut savoir qu'en territoire étranger, l'ambassade est le seul lieu où les personnes ressortissantes d'un pays étranger peuvent aller soit manifester leur colère, soit demander des comptes, soit faire je ne sais pas quoi. Donc, ils se sont donc dirigés spontanément vers l'ambassade. Et ceux qui, en réalité, ont dégradé l'ambassade n'appartiennent même à aucune structure. Et même dans les cassettes, enfin, dans les vidéos, pardon, qu'on a à disposition, on voit bien que ce sont ces mêmes gens-là à qui on reproche d'avoir dégradé aujourd'hui, qui étaient là pour dire vous ne touchez à rien, ce n'est pas le but de notre combat, vous laissez tout ça en l'état. Parce que eux, ce n'est pas leur façon de faire. Parce que si depuis plus de 6 mois, près de 8 mois, aujourd'hui, on marche à Paris régulièrement sans qu'il y ait jamais eu simplement un chewing-gum jeté par terre, c'est bien que l'agressivité, la colère, enfin, la dégradation de ce genre, ce n'est pas le mode d'opération. Et c'est pourquoi ils ne sont pas en détention préventive ni rien du tout. On les jugera, on va les convoquer, on va les juger, on va les entendre. Et je pense que ce sera aussi l'occasion d'expliquer en Mondovision ce qui fait que des gens qui ont toujours été pacifiques, même dans leurs revendications, se retrouvent effectivement à courir dans leur ambassade un soir pour essayer de voir monsieur l'ambassadeur, qui, je le dis, ne s'est jamais donné la peine de recevoir un seul combattant. Et je fais le parallèle avec l'ambassadeur de France à Washington, qui, devant quelques poignées de Camerounais qui sont allés manifester quelquefois, est sorti de son ambassade pour aller discuter avec des Camerounais, alors qu'il n'est même pas ambassadeur du Cameroun en territoire étranger, il est ambassadeur de France à Washington. Mais lorsque les Camerounais viennent hurler leur colère et de dire leur demander de dire à Macron de lever sa main sur le Cameroun, de faire main levée sur le Cameroun, eh bien oui, ils sont entendus. Alors qu'ici en France, l'ambassadeur du Cameroun n'a rien à cirer de la colère des Camerounais. Ce qui est bien triste. Ce qui est bien triste. Est-ce que le fait que l'ambassade a des accusations mensongères comme ça au sujet des combattants de la base montre un peu que le régime en place est en train d'être vaincu? Parce que c'est un peu bas quand même. C'est un peu bas. Oh, il y a eu des vidéos qui ont montré tout le contraire, hein. Donc, c'est un peu bas de leur part. Est-ce que c'est une façon de nous dire qu'ils sont dépassés et que la résistance est en train de marquer des points et de gagner? L'ambassade est dans son rôle. Hein. Je veux dire, l'État camerounais, la satrapie joue son rôle. C'est-à-dire d'essayer d'éliminer tous ceux qui pourraient effectivement entraver son hégémonie et son règne sans partage. Je veux dire, elle est tout à fait l'ambassade, hein, ou la satrapie, comme j'appelle l'État camerounais, la dictature, la tyrannie, est dans son rôle. Elle est dans son rôle parce qu'effectivement, ben oui, pour le moins, ces mouvements-là, la basse, les Amazones et tout ça, ce sont des empêcheurs de tourner en rond. Ce sont les empêcheurs de matraquer, d'escroquer, d'avilir en paix. Ils exposent par leurs actions les failles d'un État qui a toujours voulu nous enfariner et enfariner le monde en faisant semblant d'être une démocratie alors qu'elle n'en est pas une. Donc, je dis oui, ils sont dans leur rôle. Est-ce que maintenant, ça veut dire que la base et tout le reste sont victorieux? Je ne me prononcerai jamais par rapport à un adversaire qui est prêt à tout pour gagner. Nous devons rester focus sur le combat. Parce que même si on a blessé un peu
Même si on a réussi à donner des coups, même si on a porté des coups, même si on a humilié, je pense effectivement au fait que l'intervention des combattants a pu obliger monsieur de replier chemin vers sa bananeraie. Et aujourd'hui, il n'est plus capable de venir en Occident parce qu'il sait effectivement qu'il est attendu. Donc ça, c'est une victoire. La victoire, c'est une bataille emportée, ce n'est pas la guerre qu'on a déjà gagnée. Il faut savoir que ce régime est capable de donner tout le Cameroun, de la même manière qu'ils ont donné déjà 20% de notre surface arable, de nos surfaces arables aux Chinois, pour avoir la paix, pour je ne sais pas, magouiller, pour quelle magouille, je ne sais pas. Il est capable de céder tout le Cameroun, même à une puissance étrangère, pourvu qu'on lui garantisse qu'il restera sur son trône jusqu'à la fin, et après, peu importe ce qui va nous arriver. Donc, c'est pour cela que je dis bien sûr que les combattants, oui, ils marquent des points. L'animal est blessé, mais est-ce qu'il est à l'agonie? Donc, il va falloir continuer à travailler, à se battre. Voilà. On a encore du travail, on ne doit pas lâcher, on doit rester unis, on doit continuer le combat. Ouais. Merci beaucoup, Maître. Maître, en fait, on prépare la manifestation de Bruxelles. Il y a des résistants, des bases, des Amazones qui organisent souvent des manifestations. On a parlé de nos droits, mais on n'a pas parlé de nos devoirs. Qu'est-ce que les combattants, en fait, quels sont leurs devoirs lors des manifestations? Qu'est-ce qu'on doit s'abstenir de faire? Qu'est-ce qui ne nous est pas permis de faire, nous, en tant que combattants? Parce qu'il faut pas non plus qu'on ait il faut s'instruire avant d'aller faire des choses. Et toi, tu es quelqu'un d'instruit, tu connais le droit, c'est ton métier depuis, voilà, depuis des décennies. C'est bon que tu nous dises, en fait, où sont nos limites. On a compris qu'on avait des droits. Les sans-papiers peuvent même avoir des papiers. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? En fait, hein, ça veut dire que nos devoirs se fondent sur nos droits. Quand on dit nous ne devons pas troubler l'ordre public, ça veut dire que nous devons respecter l'ordre public. Nous ne devons pas créer, ça veut dire que lorsque nous manifestons, par exemple, à l'ambassade du Cameroun, il y a des riverains qui n'ont rien à voir avec nos problèmes. Nous pouvons préférer un mode plus, surtout la nuit, parce qu'il y a des heures où les gens sont rentrés chez eux, tard la nuit, on ne peut pas hurler comme ça avec des mégaphones sous les fenêtres des gens qui vont travailler le lendemain à 7 heures, même si nous sommes en colère. On a des pancartes, on a des reportages, on a à parler, mais à parler, n'est-ce pas, d'une voix pas trop forte pour pas troubler, effectivement. Parce que quand on trouble le voisinage appelle la police. Et c'est comme ça qu'on s'est fait avoir. Ça veut dire que si à une heure très avancée, à 2 heures du matin, parce que j'étais au commissariat la dernière fois jusqu'à 2 heures du matin quand les Amazones avaient été interpellés, parce qu'elles avaient été interpellées presque en fin d'après-midi. Donc, du coup, ça prend du temps. Donc, il faut qu'on ait un comportement citoyen. Vous savez, je me souviens toujours de la manière dont les Noirs américains, aujourd'hui afro-américains, se sont libérés de l'apartheid aux États-Unis. Ça veut dire que quelque part, ils avaient adopté de montrer à tout le monde qu'ils étaient des êtres comme eux par leur tenue vestimentaire. D'abord, ils mettaient un costume. Ils ne hurlaient pas dans les marches. Ils sortaient nombreux, absolument nombreux, et très bien habillés, et marchaient, en scandant bien sûr des choses, mais avec beaucoup de pancartes qui clamaient leurs revendications. Donc, je pense que ce n'est pas la peine d'en découdre, mais je pense qu'en général, les combattants de France se comportent très bien. Ça veut dire que c'est simplement lorsqu'ils ont pris l'ambassade qu'il y a eu un peu de grabuge. Et il y a eu du grabuge parce qu'ils ont été infiltrés par d'autres Camerounais qui avaient leurs propres choses à régler là-bas. Parce que dans une vidéo, par exemple, on va voir, par exemple, le général Wanto,
qui va dire à quelqu'un qui a pris un certain nombre de passeports, mais dépose les passeports, il n'est pas venu pour ça. Tu vois? Donc, ceux qui sont structurés se comportent très, très bien. Mais c'est vrai que ce jour-là, il y a eu quelques excès. Donc, en fait, nos droits, on marche, on a le droit de marcher, c'est garanti par la Constitution. Notre responsabilité ou nos devoirs, c'est de ne pas gêner les autres avec nos revendications. De faire le moins de grabuge possible, surtout à des heures tardives. Ça veut dire en journée, bon, tu peux hurler, ce n'est pas un problème. Mais quand il est 23h minuit et que tu es en train de hurler et que trois pâtés de maison ne peuvent pas dormir parce que vous tambourinez, ce n'est pas possible. Là, on appelle la police et la police elle-même va venir vous dire, vous arrêtez. Et si vous n'arrêtez pas, effectivement, elle vous interpelle pour permettre effectivement aux gens de retrouver le calme parce qu'ils vont travailler le lendemain. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas tellement de... À part réellement ne pas casser, on n'a pas besoin de ça. Ça veut dire qu'on a juste besoin d'être visible et nous avons des images chocs et puis nous avons des vidéos, nous avons on a beaucoup de choses, des pancartes, des banderoles. On peut manifester aussi beaucoup sans être hors la loi. Et la preuve, c'est qu'on n'a pratiquement jamais été hors la loi. Sauf lorsqu'on est allé, n'est-ce pas, un peu en riposte à l'ambassade, parce que vraiment tirer sur des gens, y compris sur des femmes qui n'avaient même pas commencé à marcher. C'est horrible. Merci beaucoup, maître. En clair, pour les combattants, quand on va marcher, il faut éviter toute dégradation parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour revendiquer les droits, on n'est pas là pour casser. Et on est très bien écouté sans dégradation. Voilà. Il faut éviter les dégradations et il faut éviter de faire trop de bruit dans la nuit. Il faut respecter le sommeil des gens. En gros, c'est ça dont on doit faire attention. Il faut respecter la paix des autres. En fait, en tant que combattant. Non, sincèrement, dès lors qu'on te dit tu manifestes, tu ne portes pas d'armes sur toi, tu n'as pas de gourdin, tu n'agresses personne, tu ne fais du mal à personne, tu dis ce que tu as dit, tu as tes pancartes et tu as tes banderoles. Et surtout, lorsque la nuit tombe et qu'il est l'heure d'aller au lit, il ne faut pas scander sous les fenêtres des gens parce que bien évidemment, elles ne vont pas dormir et au bout de 2 heures, elles appellent la police, ce qui est normal, c'est trouble de voisinage. C'est un trouble de voisinage et c'est un délit. Ouais. Maître, en ce qui concerne ces combattants qui se postent sur des réseaux sociaux et tout ce qui va avec et qui s'attaquent aux intérêts des Français en Afrique, au Cameroun par exemple. Ces gens qui se mettent et qui disent ouais, vous les Français, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Est-ce que c'est bien de faire ça? Parce que c'est quand même, bon, moi je vis pas en France, mais c'est quand même un pays d'accueil. Donc, c'est un pays qui les a accueillis, qui les a offert ce qu'ils ont offert. Mais est-ce que c'est une bonne idée de faire ces choses-là? Je vais vous dire quelque chose. Les Français eux-mêmes s'attaquent à la France. Ça veut dire que chacun, c'est à la guerre comme à la guerre. Est-ce que vous avez vu quelqu'un être même interpellé pour avoir dit que la France envahit l'Afrique? Non. Le pays d'accueil ne veut pas dire qu'on accepte tout ce que le pays d'accueil veut. Aujourd'hui, nous voulons rentrer chez nous aussi. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on ne peut pas effectivement ignorer le rôle de la France dans ce qui se passe en Afrique. Baisse un peu la caméra, maître. Ouais, voilà. Je vais baisser parce que je suis en train de... Je charge mon téléphone qui est à 15 là. Ça va là? Je baisse encore? Non, c'est bon. Je peux baisser encore. Hein. C'est bon. Je vais voir si je suis à la charge parce que j'ai vu que j'étais à 15, ça veut dire que le truc est faible. J'essaie de connecter. Batterie à 14, c'est pas bon. Attendez. Non, mais je veux dire, hein, le fait d'être un pays d'accueil ne fait pas de nous des êtres sans colère. Hein. Pourquoi charger interrompu? La température de votre téléphone. Ah, la température de mon téléphone est très forte. Pourquoi c'est fort? Excusez-moi. Il ne veut pas charger.
Oui, c'est vrai que c'est assez chaud le téléphone. Excusez-moi. Donc, non, qu'est-ce que vous disiez? Tu es en train de dire que même les Français insultent le gouvernement français, non? Même les Français, écoutez, les Gilets jaunes n'arrêtent pas de hurler contre la France depuis des mois. Non, s'il y a quelque Mm, chose de bien en France, c'est que chacun a le droit effectivement d'exprimer sa colère. Et le fait d'exprimer sa colère, on a l'impression que ça ne change rien, mais ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que le fait que les gens disent, nous savons aujourd'hui que c'est Bolloré, c'est tout ça, vous préservez mm, vos intérêts en nous laissant mourir, crever dans notre propre pays. Vous soutenez un dictateur parce qu'effectivement, il vous permet de nous avoir au prix de rien. C'est pas si mauvais. mm, C'est pas si mauvais. Mais bien sûr, on nous accueille, mais nous serions ravis de les accueillir, nous aussi, en Afrique. Hein. Et je veux dire, si on nous mm, laissait mm, nos biens et qu'on avait des relations d'amitié équitables, hein, nous serions ravis mm. d'accueillir tout le monde, nous aussi. Donc, Ouais, ouais, ouais. c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord. Oui, les gens peuvent hurler leur colère. Parce que Mm, d'ailleurs, vous savez, la France, ne serait-ce que pour son image, ne continuera pas comme ça éternellement si les Africains n'acceptent plus ce mode de fonctionnement injuste et non égalitaire entre nos pays. C'est pas possible. mm, Ce n'est mm, pas possible. À un moment, effectivement, il va falloir qu'on revoie les choses et que mm, les Africains qui veulent rester chez eux, restent chez eux. Et que ceux mm, qui mm. viennent ici ne traversent plus la Méditerranée pour ça. Non, Bon, moi, je ne ouais. trouve pas. Ils peuvent le dire. De toute façon, le boycott ne sera jamais intégral puisque nous n'avons pas nos propres sociétés pour remplacer la France dans les domaines qu'elle occupe. Mais le fait de le dire, c'est quand même quelque chose de sérieux. Ça veut dire que ça montre quand même à quel niveau la colère des Africains Ouais. a pu croître, quoi. Mhm. Voilà. Maître, on a très mal vécu la condamnation d'Ayoub Tabé. Ça a fait un choc énorme dans la résistance. Qu'est-ce qu'on doit craindre par rapport à ça? Est-ce que c'est un drame carrément? Est-ce que le professeur, son excellent Maury Kamto, pouvait subir le même sort? Est-ce que cette condamnation d'Ayoub Tabé à vie, je vais bien préciser, est-ce qu'elle est valable? Est-ce qu'on pourra la retirer un jour ou pas? Ah, moi, je peux vous dire que ceux qui s'émeuvent par rapport à ça, c'est ceux qui ne connaissent pas ce que veut dire une dictature. Moi, je n'ai pas du tout été surprise. Mm, Monsieur Biya a décidé de neutraliser tous ceux qui gênent sa royauté. Je ne suis pas avocat dans cette affaire-là, mais en tout cas, c'est une hérésie de condamner quelqu'un à vie, un leader d'une faction avec laquelle vous devez absolument négocier pour espérer un retour à la paix. En réalité, je ne sais pas ce que cherche, ce que cherche vraiment M. Biya. Je ne peux pas comprendre ce qu'il cherche. On prône, d'abord, on ne prône même pas seulement. Ça veut dire que ça fait partie des résolutions qui lui ont été suggérées très fortement, pour ne pas dire qui lui sont imposées par la communauté internationale. Dialogue inclusif, mm. cesser le feu, fin de la guerre, fin des hostilités. Et vous allez condamner à vie non seulement le leader de l'opposition, mais 9 autres de ses camarades. Vous me demandez si cela pourrait arriver au professeur Maurice Kamto, à son excellence, le président élu. Pourquoi pas? Est-ce que vous pensez que c'est un dossier sérieux qui a mené à la condamnation de M. Ayoub Tabé? Est-ce que vous pensez que c'est sur la base d'un dossier sérieux que notre président est détenu à Kondengui depuis 8 mois aujourd'hui avec la coalition gagnante? Mais maître, est-ce que ça veut dire qu'on est en guerre? Parce que Vous vous là, posez la question? j'ai l'impression que c'est quelque chose de très grave en fait. Est-ce que cet acte veut dire que le Cameroun est en guerre, quoi? Mais le Cameroun est en guerre depuis 3 ans, minimum. Je ne parle pas de la période de Boko Haram. Hmm. Le Cameroun est en guerre et l'État camerounais est en train de commettre un génocide sur des populations du nord et du sud-ouest Cameroun. Ne mâchons pas les mots.
On est en train d'exterminer des Camerounais parce qu'ils sont anglophones et parce qu'ils osent challenger le président devenu Dieu, le créateur des créatures. Parce qu'ils ne sont plus d'accord avec sa vision. On les tue parce qu'ils sont, anglophones et parce qu'ils osent, n'est-ce pas, contrarier l'ordre établi, ou en tout cas, ils osent contrarier, n'est-ce pas, le gouvernement, non-gouvernement qui nous régit depuis 37 ans. Non, se poser la question, le Cameroun est en guerre sur plusieurs fronts. Et je ne suis pas sûr que si on continue de cette façon, les fonds ne vont pas s'agrandir. Et pour en revenir donc à cette condamnation, c'est chaud, hein, je ne sais pas pourquoi c'est aussi chaud. Pour en revenir à cette condamnation à vie là durera 6 mois, 1 an, 5 ans, 7 ans. Si les Camerounais, ça prendra le temps qu'il faudra pour que les Camerounais se réveillent et boutent Biya hors du Cameroun. Parce que figurez-vous bien que tout ça est lié aux besoins, au désir de changement du Cameroun. Lorsque le Cameroun aura changé, qui est-ce qui va maintenir Ayoub Tabé ou les autres éventuels opposants ou les autres prisonniers de guerre en prison? Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire, ça ne me meut même pas en fait. Ça veut dire tout ça pour moi, il y a un seul objectif à poursuivre. La chute du régime Biya. Et c'est tous ces acolytes-là. Il faut les dégager. Il faut assainir la gouvernance du Cameroun, point barre. Il n'y a rien d'autre. Le reste qui condamne les gens à mort, qui condamne les gens à vie, qui condamne, ça ne change rien à l'équation. D'abord que le temps même où les appels sont là, hein, les recours sont là, le fait de dire vous êtes condamné à mort, ça ne change rien du tout. Puisque vous allez faire un recours, et des recours, et d'autres recours, et au plan national et à l'international. Donc, tout ce qu'il a choisi, c'est oui, nous allons, n'est-ce pas, judiciariser cette histoire, comme on le fait déjà depuis des mois. Donc, à toute réponse barbare de M. Biya, il y aura une réponse juridique en face. C'est aussi simple que ça. Et je dis que ça n'inquiète que ceux qui ne comprennent pas, une fois de plus, qu'on est dans un enjeu politique. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas des condamnations de droit commun. Ce n'est pas comme s'il avait braqué une banque. Ce n'est pas comme s'il avait, je ne sais pas, détroussé, violé des personnes. Non, il n'est pas un assassin, M. Ayoub Tabé. C'est quelqu'un qui est dans une revendication purement politique. Même l'insurrection est autorisée au niveau international. Parce que lorsque vous êtes opprimé, à un moment, vous devez vous lever pour vous défendre. Personne ne mérite de vivre à genoux. Merci beaucoup. Donc, en gros, il faut que le peuple résistant, il faut que les combattants comprennent qu'on a encore du boulot et qu'on doit arrêter de se laisser distraire et se concentrer sur l'essentiel et aller de l'avant parce que une fois que le régime Biya sera tombé, toutes ces condamnations, j'ai envie de dire, ne seront plus valables. Ce sera rien du tout. Ce sera pas. Il partira avec toute son injustice. Ça veut dire que. Voilà. Mais vous savez, donc, lorsque vous regardez. On n'a pas à s'inquiéter plus que ça, à part qu'ils vivent vraiment des misères et puis ils risquent leur vie. Mais nous, de notre côté, on se bat. De notre côté, nous devons toujours nous battre pour leur apporter un soutien. Et c'est ce que déjà le MRC fait. Et c'est ce que les combattants font. Hein. Ça veut dire qu'on essaie à notre niveau de trouver des fonds pour les soutenir, pour au moins qu'ils aient à manger, pour que leur famille ne soit pas très inquiète, etc. etc. C'est ce que nous faisons déjà. Donc, voilà. Nous le faisons et je dis, restons focus sur le combat. Il n'y a que le combat qui nous libérera. C'est tout. Le reste, voilà. On t'a condamné à mort, on t'a condamné à vie, on t'a donné 25 ans. Pour moi, en fait, je n'entends même pas ça en réalité. Ouais. Et tu as dit avant, Maître, qu'il faut se rendre compte que c'est une affaire politique. Est-ce que tu peux nous parler de la différence entre un activiste et un politicien? Parce que les combattants, la plupart, sont des activistes, en fait.
Un activiste, c'est un lanceur d'alerte. C'est quelqu'un, effectivement, qui a choisi de se battre pour une cause par tous les moyens et en utilisant les méthodes qui lui conviennent, qui peuvent parfois même être répréhensibles aux yeux de la loi. Un politicien, c'est quelqu'un qui se bat, bien sûr, de façon plus réglementaire et qui a pour objectif la prise de pouvoir. L'activiste, le véritable activiste ne te dit pas je veux avoir le pouvoir, je ne veux pas, ils ne veulent pas gouverner le Cameroun. Ils veulent juste que les choses changent au Cameroun et de la meilleure des façons. Et c'est pourquoi vous verrez beaucoup d'activistes camerounais qui vont vous dire je veux le professeur Maurice Kamto parce qu'il a gagné les élections. Ils ne sont pas politiciens. Ils ne cherchent pas un poste dans le gouvernement de M. Kamto. Ils veulent que les choses aillent bien pour tout le monde parce qu'eux, ils veulent une certaine justice. Le politicien veut la justice, mais il sait qu'il a le meilleur programme et la meilleure vision pour amener son pays là où il veut qu'il aille. Je ne sais pas si je suis assez claire. Ouais. Donc, ce qui caractérise le politicien, c'est le besoin de gouverner. Ça veut dire c'est le besoin d'accéder au pouvoir avec sa formation pour effectivement implémenter leur vision au niveau de l'État. Alors que l'activiste, lui, va combattre l'injustice. Mais même pour laisser la gestion du pouvoir professionnel que sont les politiciens, lui, ça ne l'intéresse pas vraiment. Ce qui l'intéresse, c'est combattre l'injustice dans son pays et utiliser parfois des moyens que jamais un politicien n'utiliserait pour que les choses changent. Ouh là là, je n'arrive pas à charger mon téléphone, il est trop chaud. On a des spectateurs qui disent qu'il faut enlever les écouteurs quand le téléphone est en charge. Je ne sais pas si c'est ça la raison ou pas. Non, les écouteurs n'ont rien à faire. Je le mets toujours en charge. C'est peut-être ce réseau qui est un problème. Parce que le téléphone chauffe beaucoup et il ne charge pas. Il me dit que c'est trop chaud. Attendez, je vais regarder parce que je suis assise là. À cette allure, on va... Ouais. Normalement, on a couvert mettre en fait, merci infiniment. Charge interrompue, la température de votre téléphone est trop élevée. Attendez, attends que je regarde. Je ne sais pas pourquoi il... Moi, j'ai jamais eu ça. Hein. Non. J'ai jamais eu ça. Oui, vous disiez? Je disais qu'on a couvert tous nos thèmes ce soir et merci infiniment. Je voulais bien ouvrir la ligne parce qu'on a pas mal eu d'appels. Maintenant, tout dépendra de votre téléphone, quoi. Oui, bon, malheureusement, oh, il est à 3% là. Non, mais vous pouvez... Ouais, ça fait 3%, ça veut dire qu'il va s'arrêter dans un moment. Mais si vous êtes à 3%, maître, ça va être... Oui, vous m'entendez? Non, mais je dis que je vais me déconnecter là pour le laisser refroidir et je vais essayer de revenir quand il sera froid. D'accord. D'accord. Ok, à plus tard. Merci beaucoup, maître. Merci infiniment. De rien, de rien, de rien. Merci d'être venu parmi nous. Je vous en prie. Mon téléphone me permet encore de prendre un peu. Il a accepté la charge. On va voir ce que ça donne. D'accord. Donc, je vais rappeler ces personnes qui avaient des questions à poser. Je dois vraiment m'excuser pour tous ces inconvénients hein, parce que ça n'a pas été facile aujourd'hui. Pas de souci, maître. On comprend très, très bien. C'est ça, les réseaux sociaux, les téléphones et tout ça. Hein. Je suis vraiment désolée. Hein, Pas de souci. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Exactement. C'est exactement ça. Vous avez dit des choses super, super, super intéressantes. Je pense qu'on avait besoin de ça.
Allô, bonsoir, maître. Bonsoir. Ah oui, ma question est ceci. Ouais, moi c'est Marie. Je voulais savoir, après la condamnation de Sissoko Ayuk-Tager. Vous êtes haut-parleur, je vous laisse poser votre question. Ouais, je voulais demander par rapport à la condamnation de Sissoko Ayuk-Tager. Ce n'est pas une manière de faire, de radicaliser toute la zone anglophone. Je voudrais savoir après la condamnation de Sissoko Ayuk-Tager. Là, ce n'est pas... Mais ça, ce n'est pas une question juridique. Ça veut dire que je ne fais jamais de procès d'intention, en fait. Est-ce qu'ils veulent radicaliser la région anglophone? Dans quel but? Je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que ce serait faire un procès d'intention à des gens. Ce que je sais effectivement, c'est que je pense que le régime a besoin de neutraliser, c'est clair, de neutraliser ses adversaires pour qu'ils ne puissent plus avoir la liberté d'agir, bien entendu, et peut-être sans doute aussi d'intimider ceux qui voudraient lui tenir tête en lui disant, vous voyez ce que vous risquez. Si jamais vous m'énervez, je vous condamne à vie et voilà, je vous prive de votre liberté. Maintenant, est-ce que le but, c'est de la radicalisation? Moi, je n'irai pas jusque-là parce que quel intérêt est-ce que l'État camerounais aura à radicaliser ces populations? Je ne pense pas parce que radicaliser, ça nuit à tout le monde. Mais ça peut avoir effectivement pour conséquence, une des conséquences de cette condamnation absurde pourrait être effectivement la radicalisation d'une population déjà radicalisée d'ailleurs. Hein, ça veut dire qu'on va juste faire monter encore l'énervement, la colère d'un cran. Mais ils sont déjà radicalisés puisqu'ils ont accepté de prendre des armes pour défendre leur liberté et leurs convictions. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'elle va nous écrire pour nous dire si la question a été répondue? Oui, vous êtes sur haut-parleur. Je vous laisse poser votre question. Pardon? Je voulais demander à cette avocate qu'elle me dise un peu depuis quand, parce qu'on revendique quelque chose, on a le droit de tuer son frère, son voisin, son prochain. Je ne sais pas si ça se passe ici en Europe ou ça se passe où, parce qu'elle a dit qu'elle est en France. Si, ici en France, les Français cautionnent ça. Les gilets jaunes ont revendiqué, je ne sais pas si un seul gilet jaune a tué un Français. Comme je vois les anglophones égorger les Camerounais en mondovision aux yeux du monde entier. Qu'elle me réponde un peu si ces actes-là ce ne sont pas des actes barbares et criminels qui méritent qu'on les condamne. Merci beaucoup. Elle répond à la question. Alors, la question, c'est quoi? Si les gilets jaunes ont assassiné quelqu'un? Non, il dit que depuis quand est-ce que les combattants ont le droit de tuer des gens? Est-ce que les gilets jaunes, lors de leur manifestation, ont déjà tué quelqu'un? Je ne sais pas comment il a... Depuis quand est-ce qu'une armée a le droit de tuer et de torturer ces populations? Est-ce qu'on a vu l'armée française tirer sur un manifestant en France un jour? Est-ce qu'on a vu l'armée française faire rouler des étudiants dans la boue? Est-ce qu'on a même eu l'armée française ne serait-ce que tirer sur les gilets jaunes qui sont bien plus agressifs que les manifestants camerounais? Est-ce qu'on a vu des gens interdits de manifestation? Non, ne me faites, ça m'énerve même, hein, ce genre de questions, sincèrement. Vous voulez comparer quoi là en fait? Vous voulez comparer quoi? Le Cameroun a déclaré la guerre à ses populations, ce n'est pas le contraire, monsieur. Ce ne sont pas les ambazoniens qui ont dit à l'État camerounais, nous allons vous faire la guerre. C'est le Cameroun qui a dit, puisque vous revendiquez, on va vous mater. Et les gens ont dit, d'abord ils disent, on va vous mater en violant les filles, en les roulant dans la boue, en tirant sur les personnes. Et les autres ont dit, on ne se laissera pas tuer. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que parce que l'armée est une armée soi-disant républicaine, une milice en réalité? Vous dites qu'on a tué des gens, on a égorgé des gens, c'est des actes de barbarie. Mais cette armée est plus barbare que n'importe qui, je suis désolé. L'armée qui poste des trophées, l'armée qui agresse des personnes, les gendarmes qui torturent des gens et postent les photos eux-mêmes sur le machin.
Une armée qui tire sur les femmes avec leur bébé dans le dos. De quoi est-ce que vous parlez là? Voilà, je dis qu'une armée barbare peut avoir en face une population barbare et vice-versa. Mais en plus, vous avez parlé de riposte, vous avez parlé de légitime défense, vous n'avez pas parlé de tuer en fait, hein. Moi, je n'ai pas ce souvenir-là en plus, hein. Pas du tout. Ouais. Vous n'avez pas du tout Même parlé même la légitime défense, j'en ai parlé, pas dans le cadre, parce qu'on n'a même pas abordé le point de la guerre au Nosso, du génocide qui se passe au Nosso. Ouais. La légitime défense concernait plutôt les combattants, effectivement, qui, voyant qu'on a tiré à balles réelles sur leurs camarades, en tout cas sur des Camerounais qui marchaient à main nue, on dit on va demander des comptes à l'ambassadeur du Cameroun en France. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai même pas, on n'a même pas parlé de la barbarie absolument intolérable qui se passe effectivement dans le Nosso. Une armée qui vient massacrer des gens qui, au départ, n'avaient que des machettes et des frondes pour se défendre. On parle de quoi? Vous voulez trouver un justificatif, des justifications, pardon, à ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest Cameroun? Vous voulez trouver des excuses à qui là? C'est normal de brûler des mamans qui dorment dans leur chambre, de brûler 174 villages, de tuer un bébé de 4 mois qui dort dans son canapé. Vous parlez de quoi? Je crois que cette personne n'a pas écouté de ses deux oreilles tout ce qui a été dit, hein, parce que je suis assez surprise. On va prendre une autre question, maître. Oui, ah, c'est encore vous, hein. Je vous. Parce que légitime défense envers le peuple. Les gens tuent la population, vous dites que c'est une légitime défense. Qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire? N'importe quoi. N'importe quoi. Tu n'es qu'un gros sardinat qui raconte des conneries pour avoir bonne confiance. Tu n'es qu'un gros sardinat qui raconte des bêtises pour avoir bonne conscience, ok? Les populations ne se tuent pas entre elles. L'armée camerounaise tue des bébés de 4 mois dans son canapé, assassine des femmes avec leurs bébés dans le dos. Arrêtez, coupez le micro à cet idiot. Ça doit être un sardinat, hein. Je pense aussi Un que gros. On va prendre une autre question. Et puis, je profite pour dire à l'antenne que s'il y a des sardinats, il vaudrait mieux ne même pas appeler, hein. On va couper l'antenne. Je pense que cette personne aussi est partie. Alors, tant pis, la personne posera sa question inbox. Je me rends compte qu'il y a des sardinats et puis l'équipe qui peut s'occuper du tri des appels n'est pas là. Et j'ai pas du tout envie de discuter avec ces sardinats, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc moi, je vais clore l'émission. Je vous remercie infiniment, Maître Numo, de nous avoir apporté tous ces éclaircissements. Je profite encore pour dire que on doit être à Bruxelles le 7 septembre. Pour défendre notre cause parce que c'est important. Si on ne se lève pas, personne ne le fera. C'est pas d'autres personnes qui vont venir nous sauver, hein. Ça, ce n'est que nous qui pouvons le faire. Il est temps maintenant que chacun de nous, on décide que bon voilà, c'est stop. On veut notre pays, on veut notre État tel qu'il est. Merci à tout le monde, merci à tous nos spectateurs. Merci beaucoup à vous, Maître Numo. Et puis, c'était un très grand plaisir de vous avoir ce soir. Merci Viviane et merci à tous vos téléspectateurs, hein. C'était un grand plaisir aussi. C'est un premier exercice pour moi, en tout cas, de cette façon-là, même si j'ai fait quelques plateaux télé, mais c'est vrai que, ben oui, il faut communiquer là où la communication le demande. Merci voilà. encore. Pour nous aussi, vous êtes notre deuxième invité. L'émission, elle est tout juste neuve. Donc, c'est avec, on va apprendre à mieux faire et puis à mieux organiser les choses. L'essentiel, c'est qu'on apporte un vrai visage au combat. L'essentiel, c'est qu'on apporte, comment dire, qu'on montre aussi que nous, les combattants, on a notre mot à dire et qu'on est dans notre droit et qu'on n'ait pas peur. Voilà, c'était surtout ça.
Merci beaucoup, maître, et puis à très bientôt. Très bien. Bonne soirée, ma chère Viviane, et au grand plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, je remercie tous ceux qui sont. Je vous dis à très bientôt avec un autre sujet. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas, mais surtout pas le Congo.